Bon, la question, quels sont les obstacles au retour des réfugiés rwandais dans leur pays en toute dignité? Quand j'ai reçu cette question, je dois vous avouer qu'à un certain moment, j'avais pensé, je vais dire que je suis malade, que je ne peux pas venir. Parce que c'est une question tellement difficile et tellement exigeante aussi. Alors, c'est de nouveau avec beaucoup de modestie que je veux avancer quelques éléments qui peuvent vous aider, vous, réfugiés, et qui peuvent vous donner des idées, des obstacles et des pièges qui sont devant vous, si un jour vous auriez l'occasion de retourner dans votre pays. Mais je veux commencer par un petit retour en arrière. La question des réfugiés rwandais n'est pas nouveau, mais ce n'est pas quelque chose d'éternel. Tout ce qui est question des réfugiés rwandais a commencé en 1959. Pour ceux qui connaissent l'histoire de votre propre pays, vous savez que 1959, c'est l'année de ce qu'on appelle communément la révolution sociale ou révolution des Hutus, on dit, ça dépend un peu de votre propre conviction, parce que vous savez tous très très bien, mieux les Rwandais le savent que les Belges, qui ne comprennent souvent pas, mais chaque mot pèse dans le dossier du Rwanda. La façon de s'exprimer, la façon de choisir certains mots, ça dit déjà beaucoup. De temps en temps, il y a des gens qui me demandent comment vous pouvez savoir si quelqu'un est Hutu ou Tutsi. Moi, je dis souvent, il ne faut pas regarder, il faut écouter. Ça dit beaucoup plus, parce qu'on dit souvent, l'un est comme ça, l'autre, moi je suis Hutu, vous voyez tous. Mais ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la façon de voir la vie, la façon de parler de sa propre vie, de son propre futur et de son propre histoire. Bon, alors, la question des réfugiés rwandais a commencé en 1959 avec, je ne vais pas aller dans les détails évidemment, mais ce que nous savons, qu'on parlait à ce moment de 5 000 à 7 000 réfugiés. Des gens qui avaient déjà quitté le pays à ce moment, pour la grande majorité des Tutsis, à cause des troubles dans le contexte de cette fameuse révolution sociale. Et de la même façon, chaque crise politique, de nouveau au Rwanda, a causé des réfugiés. On ne connaît pas le nombre exact dans les années 60. N'importe ce qu'on dit là-dessus, et surtout mon grand ami, le professeur Dr Bizimana, parce qu'il parle d'Amandé, il déclare des choses sur l'histoire du Rwanda qui sont tout à fait faux, qui sont historiquement faux. Sa conférence qu'il a donnée lors de la commémoration à Kigali, il a avancé des éléments soi-disant historiques. Entre-temps, je les ai vérifiés sur base de beaucoup de sources, parce que moi-même aussi, je dois faire toujours des recherches, ça ne s'arrête jamais. Mais il faut être au moins un peu correct dans les faits. Alors, ça compte aussi pour le nombre de réfugiés. Après tout, pour moi, le nombre de réfugiés n'est pas un élément très important. Parce que ce n'est pas le nombre qui compte, mais la personne qui compte. Un réfugié, ça suffit pour parler des réfugiés et d'une tragédie des réfugiés. Néanmoins, il faut quand même respecter les faits. Alors, dans les années 60, et même encore dans les années 70, il y a eu chaque fois qu'il y avait des troubles au Rwanda, des troubles politiques, des luttes pour le pouvoir, parce qu'après tout, c'était le cas, on a eu chaque fois des gens qui ont quitté le pays. Et ce retour de ces réfugiés est d'abord une question qui date de ce temps-là. Quelque part, chasser ses propres concitoyens, c'est-à-dire pas par ce que j'aurais nommé le petit peuple, les gens communs, ce ne sont pas eux qui ont chassé les concitoyens, ce sont toujours les élites, ce sont ceux qui luttaient pour le pouvoir. Ils ont chassé chaque fois parce que c'était un instrument de pouvoir. Chasser des gens qui vous embêtent, qui vous gênent, qui vous bloquent pour avoir
ou garder le pouvoir, c'est une façon de gérer votre propre pouvoir. C'est important de vous réaliser que la question de retour des réfugiés n'est pas seulement une question actuelle, mais c'est surtout une question de lutte politique. Le retour n'est pas simplement un retour des personnes. Le retour, c'est un acte politique. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de gérer cette question. Parce que chaque fois de nouveau, les réfugiés sont devenus une menace pour le pouvoir en place. C'était le cas dans le temps du président Feu Abiyarimana, qui évidemment avait ses propres arguments pour dire il n'y a plus de place dans le pays, je ne veux pas que tout le monde retourne, etc. On connaît cette discussion. Mais en fait, ce qui était derrière, c'est qu'il se réalisait très bien, et après tout, il a fait raison avec ce raisonnement, que le retour des réfugiés d'Outsi dans le temps, c'était pour lui une menace politique. Et maintenant, après 1994, c'est de nouveau la même chose. Le retour des réfugiés, c'est une menace, et c'est le cas actuellement, c'est une menace pour l'équilibre politique, ou ce que le régime actuel appelle équilibre politique. Vous savez tous que les régimes actuels prétendent que le pays est en paix, qu'il y a une réconciliation, qu'il n'y a pas de problème au Rwanda pour vivre ensemble. Nous savons tous que c'est faux, qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas nommés. Pour vous donner qu'un petit élément que j'ai vécu moi-même, entre parenthèses, en 2001, je voyageais au Rwanda, je pouvais encore voyager au Rwanda. Depuis 2008, je suis personnellement grata, je ne peux plus aller au Rwanda. Depuis lors, le régime dit toujours que je ne connais rien du Rwanda parce que je ne peux plus y aller. Alors que sont eux qui disent que je ne peux pas rentrer. C'est comme ça. Heureusement que j'ai assez de sources, assez de contacts, assez de gens qui peuvent encore y aller et qui m'informent. Mais soit en 2000 ans, je pouvais encore y aller. Et en tant que, soi-disant, expert, je n'ai pas beaucoup ce nom, mais on le disait comme ça, expert d'une commission d'évaluation des projets pour le couple des ONG flamands 11-11-11. Les Flamands ici connaissent, mais pas le CNCD 11-11-11, ça c'est le côté francophone, mais le côté flamand 11-11-11, ils ont toujours, et j'étais membre jusqu'il y a un an, quand je suis entré dans la politique, je ne pouvais plus rester membre de cette commission des indépendants. Mais alors, j'étais membre d'une commission pour évaluer le projet de 11-11-11. Alors, on a fait un déplacement à deux, avec un autre expert au Rwanda, et on a vérifié ce que les organisations de la société civile, organisations humanitaires, organisations des droits de l'homme, comme CLADO dans le temps, Lipodor dans le temps, ce qu'ils faisaient avec, entre guillemets, notre argent. Et au moment qu'on était là, on faisait une réunion avec chaque organisation autour d'un grand table. Et ils expliquaient leurs organisations, leurs trajets, tout ce qu'ils faisaient. Et à la fin, on avait l'impression que tout marchait bien, qu'il y avait des avancements dans les projets, des droits de l'homme, etc. Et à 3 reprises, il y avait, dans l'une et l'autre organisation, il y avait 1-2 personnes au maximum qui manœuvraient pour rester seuls avec nous, parce que j'étais avec un copain, avec nous, à la fin que tout le monde quittait. Ils nous prenaient dans un bureau un peu éloigné, fermaient les portes, ils nous faisaient signe de s'asseoir tout proche autour d'un table ou autour d'un bureau, et ils nous disaient « Tout ce que vous avez entendu, c'est faux. Il n'y a rien qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes accaparés par les régimes, que nous ne sommes pas libres de nous exprimer, que nos actions pour travailler pour les droits de l'homme, en fait, sont boycottées tout le temps, et pas de 2001. Pour vous dire que travailler en liberté, ce n'était pas le cas au Rwanda en 2001, et non plus aujourd'hui, évidemment. Bon, excusez-moi pour la parenthèse, mais je voulais quand même
partager cette expérience. Bon, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est qu'on a évidemment beaucoup de réfugiés un peu partout dans le monde, et que ces réfugiés, de nouveau, quand ils retourneraient au pays, ce serait la fin du régime actuel. Pourquoi ça serait la fin du régime actuel? Parce que les réfugiés, surtout en Europe et dans le monde occidental, mais même aussi dans plusieurs pays africains, ils ont entre-temps appris le fonctionnement de la démocratie. Le fonctionnement, comment ça marche, si on vit dans la liberté, si on vit dans l'art du compromis politique, si on comprend ce que c'est faire de la politique sans violence, en faisant respect pour tout le monde, pour toutes les minorités, pour tout le monde qui compte, pour chaque personne. Ces réfugiés sont devenus une menace s'ils retourneraient. Mon idée, c'est que le régime actuel au Rwanda ne veut pas du tout que les réfugiés retournent. Sauf, il y a deux moyens de pouvoir retourner. Vous êtes officiellement, comme vous savez, tout le monde est officiellement le bienvenu. Sur parole et pour les expressions, on dit toujours tout le monde est le bienvenu. Mais en fait, il n'y a que deux possibilités. On s'adapte au système en place, un système dictatorial, un système de répression, comme vous savez, ou on œuvre pour le changement du système, d'une façon directe et indirecte, à court terme ou à long terme. Alors ça veut dire que les conséquences de retourner sont très dures, parce que ce n'est pas évident de choisir entre les deux, ni de trouver un troisième chemin. Évidemment, il y a toujours des gens qui retournent, moi j'en connais, même en personne, qui sont retournés à un certain moment, je ne vais pas donner les noms ici, mais je connais des personnes qui sont retournées, que je connais en personne, et qui, après un certain temps, ils ont retourné pour du business, pour faire de la commerce, pour essayer d'établir une vie sur place. Et à un certain moment, ils ont été, je dirais, presque condamnés de faire ce choix. De s'adapter au régime, ou d'œuvrer pour un changement du système. Puisqu'ils n'ont pas voulu faire ce choix, ils ont été condamnés ou menacés et ils sont quittés de nouveau. Certains avec beaucoup de problèmes, il y en a aussi qui n'ont jamais pu quitter de nouveau, qui sont restés et qui ne sont plus là. Qui sont ou en prison ou ils ne sont plus là. On n'a plus de contact. Il y a des gens avec qui j'ai eu des contacts pendant 2-3 ans environ, qui étaient retournés et qui avaient un certain succès sur place, succès en commerce, en économique, etc. Et à un certain moment, on n'entend plus rien d'eux. Rien du tout. Alors, moi, je ne peux que conclure qu'ils ne sont plus là. Mais où alors, ça, je ne sais pas. En plus, il y a évidemment le problème que il y a des gens spécifiques, des gens non anonymes, des gens qui sont connus, et des gens qui sont ciblés par le régime, des soi-disant génocidaires, qui sont toujours en Europe, dont aussi le ministre Bizimana a encore parlé lors de son discours. Et pour eux, le problème est encore plus difficile, parce que selon la loi rwandaise, ils sont coupables. Mais selon la loi belge ou des lois européennes, ils ne sont pas coupables du tout. Ils sont libérés, ils sont blanchis. Et ça, c'est aussi un problème, parce que la façon de voir ce qui s'est passé en 1994 par la loi rwandaise en fonction et par les lois en Occident, aussi la loi belge, et souvent, par Kigali, on essaie
essaie de différencier dedans, de dire en France, on peut être condamné pour négationnisme, en Belgique, on ne peut pas être condamné ou pas suffisamment être condamné. En gros, les lois en Occident sont plus ou moins les mêmes. Mais c'est tout à fait différent les actes qu'on pose ici pour la loi rwandaise ou pour la loi belge, comme ici en Belgique. Mais ce que je suis en train de vous dire maintenant est punissable au Rwanda. Moi-même, quand je retournerai au Rwanda, je risque au moins 25 ans de prison, selon la loi rwandaise. Alors qu'en Belgique, évidemment, je ne suis pas poursuivi, ou pas au moins que je sache. Par exemple, tout ce qui est négationnisme. Tout ce qui est négationnisme, comme vous le savez, on est très vite négationniste selon la loi rwandaise, mais ici en Belgique, personne ne me poursuit pour être négationniste, alors, selon tout ce que je reçois comme message très gentil sur les réseaux sociaux, de la part de nos amis de Kigali, je suis un des pires négationnistes qui existent dans le monde. Alors, mais c'est un problème, non, c'est un problème sérieux, parce qu'on ne peut pas respecter les lois si les lois sont différentes. Et si en Belgique, on est libre de parler, si on peut avoir une opinion, ou faire une analyse, ou écrire certaines choses, mais si ce n'est pas possible selon la loi rwandaise, ça veut dire que si on retourne au Rwanda en tant que Rwandais, on est très vulnérable. Alors que on peut dire, et notamment à raison, on peut dire, je ne fais rien de faux. Je dis tout ce que je fais, tout ce qui est permis, mais pas selon la loi du régime rwandais. Évidemment, vous connaissez tous les cas de Victoire Ingabire et de Paul Rusesabagina. Ce sont des cas très spécifiques qui prouvent exactement ce que je voulais vous expliquer. N'importe ce qu'on dit sur le dossier de Rusesabagina, c'est un dossier que j'ai suivi de très très proche. Probablement c'est aussi à cause de ce dossier que nos téléphones, le téléphone de moi-même et de ma femme ont été contaminés avec un certain moment de Pegasus. Vous connaissez le système d'espionnage de Pegasus. C'était probablement parce qu'on était très proche en train de suivre le dossier de Rusesabagina. Alors, n'importe ce que la justice rwandaise a toujours dit, Paul Rusesabagina n'a jamais été poursuivi par la Belgique. Il y a eu à la demande de la justice rwandaise, à un certain moment, il y a eu une recherche sur ces actes, mais la justice belge, très vite, je l'ai vérifié moi-même, j'ai écrit là-dessus dans le magazine Gnac, en néerlandais. La justice belge a conclu qu'il n'avait rien à se reprocher. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on soutient la lutte contre les régimes à Kigali que c'est punissable. Dans la loi belge, on peut bien dire je soutiens la lutte contre. On peut même dire qu'on soutient une lutte militaire. On peut le dire. Vous n'êtes punissable qu'au moment que vous tuez des gens, que vous faites des actes qui ne sont pas des actes politiques, mais des actes militaires contre les droits humains. Et évidemment, vous savez très bien que l'interprétation à Kigali était tout à fait différente. Mais la même chose pour Victoire Ingabire. Pour Victoire Ingabire, la loi sur base de laquelle elle a été emprisonnée au Rwanda, c'était impensable en Belgique ou en Hollande d'où elle venait. Parce que ce qu'elle avait fait n'avait rien de faux, selon la loi rwandaise bien. Alors on peut être non coupable selon la loi belge, mais coupable selon la loi rwandaise. Comment résoudre ce clivage? Moi je pense que la seule possibilité pour avoir ou réaliser un retour, pas de certains individus, mais un retour de principe pour tous les Rwandais réfugiés ici en Europe et partout dans le monde, retour dans leur propre pays,
seule possibilité, c'est d'avoir des accords politiques entre pays. C'est-à-dire que le Rwanda ferait un accord avec, par exemple, les pays Schengen, tous les pays où se trouvent en Europe des Rwandais, ou avec la HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, parce que la grande majorité, je ne parle pas des gens qui sont ici de façon illégale, mais la grande majorité des réfugiés reconnus ici en Belgique, vous savez que dans le jargon des réfugiés, on ne peut utiliser le mot réfugié qu'au moment qu'on est reconnu par le Haut Commissariat. Ça, c'est juridiquement, c'est l'expression qu'il faut utiliser. Bon, la grande majorité des réfugiés rwandais, partout dans le monde, sont reconnus par le Haut Commissariat des réfugiés. Ça veut dire qu'il y a eu des recherches sur leur dossier. Ça veut dire aussi que nous ne sommes pas coupables de n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas être reconnu réfugié quand on s'est mis coupable d'un, par exemple, génocide, ou des actes criminels, ou des actes contre les droits humains. Alors, la seule possibilité, alors, serait qu'il y aurait un accord entre le Rwanda, le régime du Rwanda, enfin le Rwanda comme tel, et le Haut Commissariat des réfugiés, et de la même façon avec les pays Schengen et les pays de l'Occident. Vous comprenez très bien que c'est presque impensable que cela se réaliserait. Parce que si le Haut Commissariat dirait au Rwanda, tous les réfugiés que nous avons reconnus, ce sont des gens qui n'ont rien à se reprocher, qui ont le droit de retourner, ça voudrait dire immédiatement que le Rwanda doit changer sa propre loi, comme je viens d'expliquer. Alors c'est une contradiction que je ne vois pas comment ça pourrait être résolu. En plus, qui prendrait des risques en tant qu'individu? Même s'il y aurait un accord, je m'en doute s'il y aurait beaucoup de gens qui vont prendre le risque de retourner sans savoir exactement ce qui va se passer. Parce que vous savez très bien que la justice au Rwanda n'est pas une justice indépendante. Ça a été prouvé dans multiples rapports des organisations indépendantes internationales. Je sais très bien que Kigali dit l'inverse. Je sais très bien que la justice rwandaise est toujours soutenue par la justice des Pays-Bas. Petite parenthèse, la justice rwandaise, jusqu'en, si je ne me trompe pas, 96, était soutenue, 96, alors après 94, était soutenue par la coopération au développement belge. Et c'était aussi le cas avant 94, pour la formation des juges et des tribunaux, l'organisation des tribunaux, etc. Et en 96, la Belgique, qui voyait très bien ce qui était en train de se dérouler, et après la fin de Kobito, qui était ministre de la Justice dans le gouvernement de transition, au gouvernement de, comment dirais-je, unifier le pays, bon, après ça, la Belgique a volontairement, et avec un grand ouf, transféré le dossier de la justice, pour soutenir la justice rwandaise aux Hollandais. J'étais à ce moment jeune journaliste dans le dossier, mais un des seuls néerlandophones qui connaît un très petit peu ce qui se passait au Rwanda. Et les Hollandais m'ont demandé à ce moment de faire une formation pour les diplomates hollandais, parce que l'Hollande n'avait même pas une ambassade au Rwanda. Alors ils installaient une ambassade. Ils voulaient former les diplomates et tout le monde qui allait suivre tout ce qui était coopération et développement. Et ils cherchaient quelqu'un pour faire une formation pour leurs diplomates. J'ai fait une formation pour les Hollandais, une formation à Amsterdam. Et là, j'ai expliqué que la façon dont le Hollande était en train de donner un support presque aveugle au nouveau régime au Rwanda, c'était très risqué. Et qu'ils ne savaient pas très bien dans quel piège il était en train de tomber. C'était la dernière fois que je donnais la formation. Conclusion.
accord politique n'est pas possible, évidemment, sauf pour les personnes individuelles. Ça, c'est toujours possible. Les gens qui disent « je prends le risque », mais comme j'ai dit, moi-même, et peut-être que d'entre vous, il y en a aussi qui ont eu certaines expériences avec certaines personnes. Mais vous savez tout ce qui s'est passé avec certaines personnes qui ont pris ce risque. Je ne dis pas que c'est un risque pour tout le monde. Le plus qu'on reste dans l'anonymat, le meilleur à ce moment, mais on peut aussi se poser la question, quel serait le but alors? Quoi faire de là-bas? Je ne veux pas commencer à mentionner ici le problème des biens, le problème foncier, le problème des maisons, des terres, etc. Ça, c'est encore toute une autre question, avoir accès de nouveau à ce qui était propriété, ce qui est officiellement propriété de votre famille. C'est encore une question supplémentaire. Alors, je ne peux que conclure en disant que, pour moi, la question posée, quels sont les obstacles au retour des réfugiés, que les obstacles sont de l'ordre politique. Alors que ce n'est qu'en trouvant une solution politique que ce sera possible de changer cette situation. Et une solution politique, ça c'est peut-être un avantage, un petit avantage avec la tragédie qui se déroule actuellement dans l'Est du Congo. Cette tragédie, au moins, a focalisé sur le rôle du Rwanda et a fait changer la vue de beaucoup de pays, beaucoup de gouvernements en Occident sur les régimes aguerris. Je ne suis pas trop optimiste dedans. Je voudrais bien, avec vous tous, penser que dans quelques mois tout sera résolu. Je voudrais bien, mais j'ai eu l'expérience avec le régime Mobutu. Le régime Mobutu qui, en 1991, avait perdu tout son soutien international. Peut-être que les plus âgés ici, avec un peu les cheveux gris, ou moins de cheveux encore, qui se rappellent encore qu'en 1991, c'était la fin de Mobutu. Tout le monde préconisait la fin de Mobutu parce qu'il avait fait tellement de bêtises qu'il avait perdu le tout soutien. Il avait aussi chassé la coopération belge. Des similarités frappantes. Moi, j'étais au cabinet de la coopération en développement et Mobutu il faisait ce genre de choses plusieurs fois. Et à un certain moment, il avait dit « Mais maintenant, je veux que tous les coopérants belges, on parlait dans le temps de coopérants, c'était des volontaires même dans l'État, et tous les coopérants doivent partir, alors c'est mon ministre, entre guillemets, mon ministre, on utilise cette expression dans le monde des politiques, c'est mon ministre qui a dit « Ah, vous chassez tous les coopérants? Très bien, alors qu'ils partent. » Et nous avons retiré en été 90, nous avons retiré tous les coopérants belges du Congo. Alors c'est très similaire avec ce qui s'était en train de se passer actuellement dans la relation belgo-rwandaise. Et on pensait, je me rappelle encore très bien, on pensait à ce moment au cabinet, j'étais quand même très proche de toutes les sources de renseignement que nous avions en Belgique. On était convaincus que c'était une question de mois, au maximum 1 an, et que ce serait la fin de Mobutu. Ça nous a pris encore 7 ans. Alors je ne veux rien prédire, mais je veux être très réaliste. Une solution politique pour le retour des réfugiés, c'est en même temps une solution politique pour la situation dans la région des Grands Lacs. C'était exactement la même chose, je m'excuse, en 1990. En 90, la solution, entre guillemets, politico-militaire a été forcée par l'FPR. Je ne veux pas dire qu'il faut maintenant commencer à organiser une invasion. Il ne faut pas interpréter de telle façon. Ce n'est pas ça ce que je veux dire. Mais je veux dire que même à ce moment, ça a pris encore presque 4 ans. Mais ce n'est pas plus une solution, évidemment. Une solution militaire, une solution de violence n'est pas une vraie solution. Ce n'est pas une solution durable.
Une solution politique pour la région des Grands Lacs implique immédiatement aussi le retour des réfugiés qui veulent. Mais pour le moment, on n'a pas encore un début de négociation. Même le critique sur le rôle du Rwanda dans l'Est du Congo, qui a bouleversé la vue du monde entier sur le régime Kigali, ça c'est sûr, mais c'est limite souvent au rôle du Rwanda au Congo. Les critiques sur le régime de Kigali, ce sont des critiques qu'on lit dans la presse internationale, qu'on lit dans la résolution du Parlement européen, du Parlement belge, du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est toujours avec focus sur le rôle du Rwanda dans l'Est du Congo. C'est rare qu'on mentionne en même temps dans la résolution belge, dans le Parlement belge, c'était mentionné. Je peux vous dire en toute modestie que j'ai joué un petit rôle dedans en tant que politicien pour glisser quand même quelques éléments dans cette résolution sur la situation au Rwanda même. Alors il y a eu un moment, honnêtement, il y a eu un moment que je m'imaginais, si Kagame déciderait de se retirer du Congo, tout serait réglé de nouveau. Je craignais, j'avais sous-estimé qu'il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce qu'il a besoin des minéraux, il a besoin des richesses du Congo pour soutenir son régime. Et ce n'est pas un homme, c'est un homme guerrier, et un homme guerrier ne lâche pas ce qu'il a conquéri. Alors, peut-être que c'était une idée qui, heureusement, que je n'ai jamais écrit. Je n'ai jamais écrit là-dessus. Je le dis maintenant, mais oublie immédiatement. Alors, ma conclusion est peut-être un peu pessimiste, mais je ne peux que dire que c'est réaliste. La situation des réfugiés est liée directement à la question politique de la région des Grands Lacs. On ne peut pas faire une différence entre les deux, pour les raisons que j'ai mentionnées. C'est-à-dire le fait qu'il y a trop de différences entre la façon de vivre ici en Occident que vous tous, en tant que réfugiés rwandais, ont appris les dernières décennies. Vous avez appris ce que c'est liberté. Je suis le premier à être critique aussi pour la situation en Belgique. Ne vous inquiétez pas, je suis critique pour beaucoup de choses, mais au moins nous avons une liberté, nous avons une démocratie, nous pouvons nous exprimer, nous pouvons organiser une conférence comme ici alors que vous n'êtes pas inquiétés. Cette différence entre les lois. Vous êtes punissable, pas en Belgique, vous êtes punissable au Rwanda pour les mêmes faits, mais sur base d'autres lois. Et en plus, pour prendre le risque pour le régime à Kigali que le pouvoir est menacé, le propre pouvoir, le propre main sur le pays serait menacé quand on fait retourner des réfugiés qui sont très souvent aussi des intellectuels, des gens qui veulent s'engager dans la société, des gens qui ont l'habitude de s'exprimer, de s'organiser, de jouer un rôle dans la société. Ce risque est trop grand pour le régime actuel à Kigali. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus avec cette analyse et qu'après on peut volontiers encore échanger et dialoguer sur la question. Merci beaucoup.